Bonjour, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous montrer un automorphisme extérieur de S6. Il faut bien savoir que le nombre n égale 6, c'est le seul nombre dans l'univers tel que Sn possède un automorphisme extérieur, c'est-à-dire un automorphisme qui n'est pas intérieur, qui n'est pas de la conjugaison par un élément de Sn. Voilà, donc c'est ça que l'on va voir. Et la preuve, vous pouvez la trouver dans le Histoire hédoniste H2G2, tome 2 de 2015, où on recense au moins, je crois, 4 preuves, 4 façons d'introduire cet automorphisme extérieur. Donc voici la façon qui me paraît, au niveau de la grecque, la plus naturelle. Alors, on part du groupe GL2 de F5, voilà. Évidemment, il est né pour agir sur l'espace vectoriel de dimension 2, sur le corps F5, Z sur 5Z, si vous voulez. Et comme il agit linéairement, il agit forcément sur les droites. Alors, ce qu'on appelle les droites, donc l'ensemble XP1 de F5, donc ça, c'est les droites vectorielles du plan sur F5. Et j'affirme qu'il y en a 6. Alors effectivement, bon là je les ai dessinés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment j'ai fait pour les dessiner? Eh bien, j'ai pris le vecteur directeur 1 alpha. De toute façon, à part la droite verticale comme ceci, j'ai toujours comme vecteur directeur un vecteur de la forme 1 alpha. Donc alpha égale 0, alpha égale 1, alpha égale 2, alpha égale 3, alpha égale 4. Et ensuite, je rajoute la droite verticale, et ça en fait bien 6. Alors, il faut faire attention aux illusions d'optique, parce qu'on se dit, il en manque une. Il en manque une. D'accord? Ici, cette droite-là, par exemple, et d'autres, peut se dire, pourquoi elle n'y est pas? Parce que c'est justement une illusion d'optique. Cette droite est de pente, vous le voyez, 1,5. Mais 1,5, finalement, c'est combien? C'est 3. D'accord? Donc, ça veut dire que cette droite-là, modulo 5, d'accord? Cette droite-là, c'est celle-là, la troisième droite. 1, 2, 3, ici. Voilà. Ce sont les mêmes. Oui, en fait, cette droite-là va finir par passer par ce point-là, mais de façon modulaire. Donc, en gros, je veux vous affirmer que malgré ce que vous voyez, il y a bien exactement 6 droites dans le plan vectoriel sur F5. Regardez sous le lit. Là-bas! Elle est là. Voilà. Alors, maintenant, puisqu'il agit sur 6 droites, on a un morphisme d'action de GL2 de F5 dans S6, qui a G, donne petit g ici, donne la permutation des 6 droites qu'il engendre. Bien. Alors, maintenant, on va regarder l'image de GL2 de F5 par cette permutation. Est-ce que c'est injectif? Est-ce que phi est injectif? Est-ce que phi est surjectif? Donc ça, c'est ce qu'on va voir. D'abord, bon, alors c'est connu, mais j'ai prévu de le rappeler un petit peu, de rappeler la preuve. On sait que le noyau de l'action sur les droites vectorielles, de GLN en général, de K, sur les droites vectorielles, eh bien, c'est exactement les homothéties. Il est clair que les homothéties, ça laisse fixe les droites vectorielles, évidemment, mais la réciproque est vraie. Alors, je vous montre la réciproque. Donc, les homothéties, évidemment, étant donné qu'on est dans GL2, de rapport non nul. Alors, si U est dans le clair de phi, on suppose que U est là-dedans, alors, je veux montrer que U de x égale lambda x. Bon, si x est égal à 0, le lambda peut être quelconque, donc il s'adaptera. Mais ce que je peux dire, c'est que U de x est égal à lambda indice x de x. Voilà.
Alors pourquoi? Bah oui, parce que U de x, étant donné que U laisse fixe globalement la droite qui est engendrée par x, bah ça veut dire que U de x, c'est un mot de vecteur directeur de cette droite, donc il est sous cette forme-là. Bien, mais maintenant il y a ce x dont on veut se débarrasser, parce que ce qu'on voudrait, c'est U de x égale lambda x. Voilà. Donc, si je prends un autre y, ben, il va y avoir U de y égale lambda indice y fois y, et il faut montrer que lambda y est égal à lambda x. Donc je vais le prendre non nul, bien sûr. Et donc, de deux choses l'une, soit il est lié à x, y égale mu x, soit il est libre. Alors s'il est lié à x, bah, c'est facile. Bah, on écrit lambda y égale u de y. Ça fait mu u de x, hein, je sors le mu en utilisant ça. Ça fait mu lambda x x, donc ça fait lambda x y. Et donc comme y est non nul, ça fait lambda x égale lambda y. Donc on a bien gagné. Et dans le cas où x, y est libre, bah, je regarde u de x plus y. Bah, d'une part, ça fait lambda indice x plus y, et d'autre part, en développant, ça fait lambda x plus lambda y. Et comme x, y sont libres, je peux identifier. Et je tombe encore une fois sur le fait que lambda x, c'est lambda x plus y, mais aussi lambda y, donc ils sont égaux. Voilà. Donc on a montré que le noyau, ici, c'était les homothéties, évidemment, de rapport non nul. Donc maintenant, je vais poser P de GL2 de F5 égale à ce quotient, et H, l'image de phi. D'accord? C'est H égale im de phi. Je sais que im de phi, il est isomorphe à le groupe de départ quotienté par le noyau. Ça, c'est ce qu'on appelle l'isomorphisme canonique. Et donc, H est de cardinal combien? Le cardinal de GL2 de F5, c'est 5 au carré moins 1, facteur de 5 au carré moins 5, c'est bien connu. Hein. Et il faut diviser par les homothéties non nulles. Donc il y a 4 homothéties non nulles, il faut diviser par 4. Donc ici, ça va faire 24 fois, divisé par 4, ça fait 6, fois 20, donc ça fait bien 120. Bien. Alors, maintenant, je suis en train d'affirmer qu'on a un sous-groupe de S6, là-dedans, donc c'est l'image de phi, qui est d'indice 6. C'est pas tout. Oui, H, en tant que sous-groupe de S6, comme S6 agit naturellement sur 6 éléments, H agit sur 6 éléments. Mais ces 6 éléments, au départ, c'était 6 droites. Et on sait que GL2, il agit transitivement sur les droites. Il peut toujours envoyer, on a toujours un élément linéaire qui envoie une droite sur une autre droite. Dès que vous avez deux droites, vous pouvez même envoyer un vecteur non nul sur n'importe quel vecteur non nul. Bien. Donc, ce qui est important maintenant, et on va le conclure, c'est cette proposition-là. Il existe un sous-groupe H de S6 d'indice 6 et qui agit transitivement pour l'action naturelle de S6. Voilà. Et c'est ça qui va nous construire notre automorphisme extérieur. Allons-y. Alors on va construire cet automorphisme extérieur. D'abord on remarque que S6, il agit par translation à gauche sur les classes. Ça c'est l'ensemble des classes de S6 modulo son sous-groupe H qu'on a construit. Alors par translation à gauche, c'est-à-dire on prend une classe modulo H, et voilà, S6 agit par G.K égale GKH, ce qui est une action évidemment transitive, parce que quand on a deux éléments K et K', il suffit de prendre K', K-1 pour envoyer KH sur K'H. Donc on a une action transitive ici, et on a 6 éléments. Parce que l'ensemble des classes, étant donné que H est d'indice 6, dans S6, on a exactement 6 éléments. Donc nos classes, on va les numéroter de 1 à 6, comme on avait numéroté un peu les droites tout à l'heure. Et maintenant, j'affirme qu'on a un morphisme d'action de S6, donc le groupe qui agit, sur S6 aussi. D'accord ? Donc ici,
parce qu'on a 6 éléments et qu'on a numéroté nos 6 éléments, donc on a un morphisme. Alors, j'affirme qu'il est injectif parce que S6, il est presque simple. Les noyaux possibles sont des sous-groupes distingués et les seuls sous-groupes distingués, bah, c'est E, A6 et S6. D'accord ? C'est à cause de la simplicité de A6. Donc, de deux choses l'une, soit il est injectif, soit alors il contiendrait A6. Voilà. Si, par l'absurde, clair psi contient A6, alors ça veut dire que bah, l'image de psi bah, est de cardinal 1 ou 2, donc inférieur ou égal à 2, et donc l'action de psi, forcément ses orbites seraient de cardinal 1 ou 2. Bon, et ça c'est pas possible parce que on a une action transitive sur un ensemble à 6 éléments. Bon, alors donc ce serait non transitif, c'est absurde. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans ce cas-là, et donc on a l'injectivité. Et comme on a l'injectivité, ben, on a la surjectivité, parce qu'on a le même cardinal là, ici. D'accord ? Donc on a un automorphisme, ça y est, psi est un automorphisme. Maintenant, j'affirme que c'est un automorphisme extérieur. Ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas intérieur. Et ça, c'est rare. Hein. Regardez donc dans le Perrin, hein, vous avez une jolie preuve par le dénombrement que si n est différent de 6, tout automorphisme de Sn est intérieur. C'est-à-dire qu'on peut construire à chaque fois un alpha, d'accord, tel que l'automorphisme, c'est alpha. Bon, alors c'est la loi rond, hein, évidemment, mais bon, rond, alpha moins 1. Voilà. Alors, supposons par l'absurde que l'automorphisme psi, d'accord, envoie sigma sur un alpha sigma alpha moins 1, donc si c'était un automorphisme intérieur, alors, qu'est-ce qu'on aurait ? Eh bien, j'affirme que si je prends IJ de 1 à 6, d'accord, bon, qui sont numérotés, en fait, c'est des éléments de ça, mais on les a juste numérotés pour simplifier. Alors, j'ai vu tout à l'heure que grand H, lui, il agissait transitivement sur les éléments de 1 à 6. Donc j'assure l'existence d'un petit h de grand H qui envoie alpha-1 de I sur alpha-1 de J, par transitivité de grand H. Donc maintenant, quand je vais regarder psi de H de I, eh bien ça fait alpha H alpha-1 de I, par la supposition. Et H alpha-1 de I, ça fait alpha-1 de J. Et alpha alpha-1, ça fait donc J ici. Donc ça veut dire que psi de H envoie I sur J, alors que j'ai pris I et J quelconque. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que parmi les classes ici, il y a la classe de l'élément neutre, c'est-à-dire tout simplement grand H, la classe grand H. Et je sais que si petit h est dans grand H, alors h.grand H, bah, ça va être h fois h, donc ça va être h. Donc, il possède un fixateur. Donc, on a une classe ici qui, elle, ne bougera pas, d'accord, sous l'action de grand H. Évidemment, elle bouge sous l'action de S6, mais sous l'action de grand H, voilà. Bon, alors, en gros, on a un sous-groupe transitif ici qui est envoyé sur un sous-groupe non transitif ici. Bah, ça, c'est pas possible, donc voilà, quand on a un automorphisme intérieur. Voilà, donc l'automorphisme n'est pas intérieur, par absurde, et l'automorphisme est donc extérieur. Alors on pourrait se demander quelle tête a H. Bah, pour donner une réponse un peu satisfaisante, H, on peut montrer facilement qu'il est isomorphe. Hein, alors c'est fait dans Histoire hédoniste de groupe et géométrie, Nouvelles histoires hédonistes, hein, le 2, le tome 2. Eh bien, on peut montrer que H est isomorphe à S5. Bon, il est d'ordre 120, on a vu, hein, mais bon, il se trouve qu'il est isomorphe à S5. Donc ça donne une petite idée. Ça veut dire que dans S6, il y a un sous-groupe isomorphe à S5, mais qui n'est pas
le stabilisateur d'un élément, puisqu'il est transitif. Voilà. Incroyable. Bon, il y a 120 éléments, on ne va pas tous les écrire, encore que je suis sûr qu'il y en a, ça ne les arrêterait pas. Hein. Mais nous, on va s'arrêter là.